Dossier 3, un grand classique, la démence, le handicap, vraiment un dossier où on ne peut pas passer à côté. Donc, Monsieur T, 90 ans, accompagné de sa fille, se présente en consultation mémoire, adressée par son médecin généraliste. Le patient est veuf, vit seul au domicile sans aide. Il présente comme principaux antécédents un diabète de type 2 et une hypertension artérielle traitée par bithérapie. Sa fille vous explique que depuis plusieurs mois, il éprouve des difficultés à gérer ses comptes et faire ses courses. Il sort de moins en moins fréquemment de chez lui et ne mange plus que des plats surgelés. Lui qui a adoré les mots croisés n'y touche plus car ça le fatigue. Il s'est récemment perdu en allant chez sa fille alors qu'elle habite près de chez lui et qu'il fait souvent le trajet. Le patient, quant à lui, ne se plaint de rien et ne demande pas d'aide. Votre examen clinique ne retrouve pas d'humeur dépressive ni d'anomalie à l'examen neurologique. Quel diagnostic évoquez-vous? Quels examens complémentaires réalisez-vous? Quelles sont les fonctions supérieures appréciées par le MMS? Quelle est votre prise en charge thérapeutique? La fille de Monsieur E, 70 ans, inquiète de son avenir personnel, vous demande des conseils de vie afin de bien vieillir. Quels sont les moyens de prévention du vieillissement pathologique? Monsieur E, 3 mois après votre consultation, est hospitalisé pour un AVC ischémique sylvien superficiel gauche. Malheureusement, il est devenu totalement dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. Le retour au domicile devient impossible et vous décidez de l'hospitaliser en long séjour. Quelle est la définition de la dépendance? Quels sont les moyens de l'évaluer? Quels sont les modes de financement pour une hospitalisation en long séjour? Donc ça, c'est un dossier que vous avez dû faire à peu près en une demi-heure. On va passer à la correction. Donc, quel diagnostic évoquez-vous? C'était assez simple, je vous avais vraiment tout mis dans l'énoncé. C'était une démence débutante. Pour l'instant, on ne peut pas dire quel type. On peut dire quel type de démence seulement après des examens neuropsychologiques. Par argument de fréquence, en général, c'est une maladie d'Alzheimer. Là, il y avait quand même des pathologies à risque cardiovasculaire, donc ça pouvait être aussi une démence vasculaire, voire une démence mixte. De toute façon, à ce stade-là, vous ne pouvez rien conclure, vous pouvez juste dire que c'est un syndrome démentiel débutant. Alors, les critères du DSM-4 qu'il faut connaître par cœur. Le DSM-4, c'est un recueil américain qui donne des critères diagnostiques pour les pathologies psychiatriques, la démence en faisant partie. Donc, il donne comme critère un déficit cognitif multiple, avec altération de la mémoire, c'est extrêmement important, c'est la base, et altération d'une ou plusieurs des fonctions cognitives suivantes. Donc, l'éphasie, l'épraxie, l'egnosie, on verra plus tard la définition. Et au maximum, ça donne le fameux syndrome apraxo-aphasognosique, qui est le stade ultime de la maladie d'Alzheimer. Et les fonctions exécutives. Alors les fonctions exécutives, on se demande toujours ce que ça peut bien être. C'est tout ce qui permet de faire des projets, de s'organiser et d'avoir des pensées abstraites. Alors les autres critères diagnostiques, il faut qu'il y ait vraiment une notion de déclin significatif par rapport à l'état antérieur. Il faut qu'on vous dise, papa, avant il était super bien, il faisait ses courses, ses mots croisés, et puis maintenant il est plus capable de se faire la cuisine. Et il sort plus de chez lui, il va plus voir ses amis, il joue plus aux boules. Il faut vraiment qu'il y ait un déclin. Il ne faut pas qu'il soit comme ça depuis les années 20. Alors, il faut que les signes ne soient pas une conséquence physiologique directe d'une affection médicale générale. Ça, d'accord. Et les déficits ne surviennent pas exclusivement au cours d'une confusion. Donc, je vous rappelle, la confusion, c'est un état qui est aigu. La démence, c'est quelque chose de chronique. Quels examens complémentaires réalisez-vous? Alors, ça doit être un tiroir, il faut vraiment le connaître par cœur. Donc, on fait un examen complémentaire à la recherche d'étiologies qui pourraient être curables de la démence. On fait les choses de base, du genre 1 iono, urécréate, NFS, plaquettes, VSCRP.
le bilan hépatique, la TSH, je sais que vous l'oubliez à chaque fois, mais vraiment la TSH, l'hypothyroïdie, voire l'hyperthyroïdie, ça donne des syndromes pseudo-démentiels. Il faut savoir faire une TSH pour corriger l'état thyroïdien et pour voir s'il récupère des fonctions cognitives correctes. Donc la calcémie, la phosphorémie, la glycémie, folate, vitamine B12, pareil, ça donne des syndromes pseudo-démentiels quand il y a des carences. Le CG, comme à chaque fois on a dit, pathologie sujet à GECG. Et TPHA, VDRL, voire sérologie VIH, c'est vraiment en fonction du contexte, c'est pas systématique. Et on n'oublie pas le scanner cérébral sans injection. Le scanner cérébral sans injection, ça va vous permettre de repérer s'il y a des lacunes d'AVC, s'il y a ce qu'on appelle l'hydrocéphalie à pression normale, c'est une dilatation importante des ventricules liée à une augmentation de pression dans le système ventriculaire. S'il y a des métas, les métastases, ça peut donner des syndromes pseudo-démentiels. En gros, un scanner d'un patient dément, c'est un scanner qui est interprété normal pour l'âge par les radiologues, sauf qu'il y a en général une atrophie cortico-sous-corticale qui prédomine en frotton temporal la plupart du temps. Et vous pouvez avoir aussi de la leucoariose. Ça, ce sont des images hypodenses de la substance blanche périventriculaire qui est signe de pathologie des petits vaisseaux. Alors, quelles sont les fonctions supérieures appréciées par le MMS? Le MMS en tant qu'externe, vous en avez tous fait, ça vous a tous gonflé, vous êtes tous dit il me fait chier avec son MMS. Mais c'est extrêmement important. Le MMS, ça permet d'apprécier l'orientation temporo-spatiale, c'est toutes les questions. Vous demandez est-ce que vous savez quelle date on est, est-ce que vous savez où vous êtes, à quel étage, quel hôpital, etc. La mémoire antérograde, donc on a vu que l'altération de la mémoire c'était vraiment la base du syndrome démentiel, et c'est ce que vous faites quand vous faites le test des 3 mots. Vous leur demandez de répéter 3 mots après vous. Après, vous faites ce qu'on appelle des épreuves de distraction, qui sont dans le MMS, le calcul mental, et épeler le mot monde à l'envers. Et après, vous leur demandez de répéter les 3 mots que vous leur avez fait apprendre tout à l'heure. Si tout le reste est normal, mais que vous avez une erreur dans les 3 mots, c'est déjà le signe qu'il se passe quelque chose et qu'il y a sûrement des troubles cognitifs à minima. Alors après, il y a la compréhension du langage et des textes, quand vous leur demandez de fermer les yeux, quand ils le lisent sur la feuille. L'attention, très important, quand il y a des démences évoluées, les gens sont plus capables de fixer leur attention, et quand vous leur donnez une consigne, ils sont plus capables de la garder en mémoire, et ils sont plus capables de la respecter. Après, il y a tout ce qui est anomie, agraphie et apraxie. Donc on y arrive. L'aphasie, c'est une perturbation pathologique du langage écrit ou oral. Ça, je pense que vous connaissez bien. Après, tout ce qui est gnosie. La gnosie, c'est la faculté qui permet de reconnaître par un des sens la forme d'un objet, de se le représenter et d'en saisir la signification. Donc l'agnosie, c'est la perte de reconnaissance des informations sensorielles sans troubles sensitifs élémentaires. L'agnosie dans la maladie d'Alzheimer, c'est surtout l'anosognosie. En fait, ils ne sont pas capables de se rendre compte qu'ils sont malades. Et souvent, c'est la famille qui les adresse, parce qu'il y a vraiment des problèmes de comportement. Mais eux, ils vous disent, non, moi j'ai pas de soucis, je vais très très bien. Après, les praxies, c'est la capacité d'effectuer un geste ou une activité décidée et précise. Donc la praxie, c'est l'incapacité d'effectuer un geste raisonné en dehors de tout déficit moteur ou de la coordination. Alors après, les grands mots qu'on vous sort à chaque fois. Donc l'apraxie idéomotrice,
c'est l'incapacité de faire des gestes symboliques du genre un salut militaire. L'apraxie idéatoire, c'est l'incapacité de réaliser une suite logique d'actes pour une finalité précise, du genre se brosser les dents, allumer une cigarette. Et après, l'apraxie constructive, c'est perdre la construction spatiale d'une image. C'est la dernière question du MMS. Quand vous leur faites faire le petit dessin, en sachant que c'est surtout le croisement qui est intéressant pour l'apraxie constructive. Alors, quelle est votre prise en charge thérapeutique ? Donc, la prise en charge médicamenteuse, c'est le début. On a des traitements qui sont les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, surtout au stade de démence modérée, en sachant que ça marche plus ou moins bien, ça marche surtout sur les troubles du comportement, ça peut leur redonner un peu d'autonomie, mais de toute façon, au mieux, ça permet une vitesse de ralentissement du déclin de quelques mois. Après, il faut, comme de toute façon chez tous les sujets âgés, mais encore plus chez les déments, éviter les neuroleptiques et les médicaments anticholinergiques. Je vous rappelle que l'anatomopathologie de l'Alzheimer, c'est vraiment un déficit en acétylcholine dans les neurones. Donc, en donnant des médicaments anticholinergiques, c'est logique, ça va aggraver les troubles cognitifs. Après la prise en charge médicamenteuse, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important en cas de démence. Il faut tout faire pour que le maintien à domicile se fasse dans de bonnes conditions. Donc, il faut mettre en route les aides sanitaires. Déjà, les aides sanitaires, c'est sur prescription médicale et c'est remboursé par la Sécu. Donc, c'est l'infirmière qui vient tous les jours pour donner les médicaments parce qu'il y a forcément un moment où il sera plus capable de les prendre, pour faire la toilette parce qu'il va devenir de plus en plus dépendant, pour prendre le poids et les constantes. Le poids, c'est vraiment un élément de surveillance très important chez le sujet âgé. Après, kinésithérapie pour maintien de l'autonomie à la marche. L'orthophonie et l'hôpital de jour, c'est dans un but de stimulation cognitive. Il y a de plus en plus de structures qui se développent d'hôpital de jour. Déjà, et d'une, ça permet de soulager la famille un jour par semaine, et c'est pas du luxe la plupart du temps. Et ils font des activités de stimulation, ils font du jardinage, ils font de la poterie, ils font du dessin. Enfin, c'est bonne ambiance, c'est sympa. Après, les aides sociales, elles sont à la charge du patient. C'est tout ce qui est aide ménagère. Donc l'aide ménagère, c'est vraiment pour faire le ménage et les courses. L'auxiliaire de vie, c'est plutôt de l'accompagnement dans les loisirs. Et parfois, ça s'accompagne, ça ressemble à du gardiennage. Quand on a des démences assez évoluées, les auxiliaires de vie sont là pour faire du babysitting de vieux. La téléalarme, c'est extrêmement important. Ça rassure les familles. C'est un collier qu'ils portent en permanence autour du cou avec un gros bouton. Et s'ils chutent ou s'ils ont un problème, ils appuient sur le bouton. Et il y a, en fonction des réseaux de téléalarme, soit c'est relié directement aux pompiers, soit c'est relié à un centre de téléalarme. Il y a quelqu'un qui téléphone. Et si le sujet âgé ne répond pas, eh ben on déclenche le plan sec. Après, le portage de repas. Ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est la lutte contre la dénutrition. Les sujets âgés ont tendance à se dénutrir parce qu'ils n'ont pas faim, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire la cuisine. Les malades déments, ils sont plus capables de faire la cuisine et ils se rendent vraiment pas compte qu'ils ont faim. Et c'est par mieux qu'on trouve les plus grandes dénutritions. Donc il faut vraiment commencer tôt et à lutter contre la dénutrition, et il faut leur faire porter les repas. Donc, les mesures de sauvegarde des biens, c'est extrêmement important. Je vous rappelle qu'il y a 3 mesures de sauvegarde des biens. Il y a la sauvegarde de justice, la tutelle et la curatelle. Donc, chez les patients déments, la sauvegarde de justice, en dehors de problèmes d'abus de biens, qui sont des choses qui font prendre en charge rapidement, on met en place souvent des tutelles, moins souvent des curatelles,
Donc les tutelles, c'est vraiment une personne qui est désignée pour gérer tous les biens du patient. Il n'y a plus aucune autonomie sur la gestion de ses biens. Et souvent, c'est vraiment nécessaire, ils sont capables de faire des achats inconsidérés. Après, la psychothérapie de soutien aux patients et à la famille, là, souvent on le met en se disant ça fait un joli mot-clé. Là, c'est pas qu'un joli mot-clé, c'est vraiment essentiel quand il y a des patients déments de soutenir la famille. Je sais pas si vous imaginez avoir un patient dément à la maison. Un patient dément à la maison, c'est souvent quelqu'un qui a un rythme veille-sommeil inversé. Donc, quand vous rentrez du boulot, que vous êtes fatigué, que vous avez envie de vous reposer, c'est quelqu'un qui va commencer à s'énerver et qui va faire la java toute la nuit. Quand ils sont déments et agités, ils peuvent être agressifs verbalement, voire physiquement. Il y a eu récemment un de nos petits papis qui poursuivait ses auxiliaires de vie avec des couteaux. Autant vous dire que les auxiliaires de vie ne venaient plus et qu'on a dû l'hospitaliser. Les patients déments, ils sont capables d'appeler la police, les pompiers, d'ameuter tout le voisinage pour tout et n'importe quoi. Donc vraiment, il faut soutenir les familles. Après, la prise en charge à 100%. Voilà. Et spécifique chez le sujet âgé dépendant, la demande d'APA. Donc l'APA, on en reparlera plus tard, c'est des aides supplémentaires. Donc la question numéro 5, la fille de Monsieur E, 70 ans. Bah oui, si Monsieur E, il a 95 ans, sa fille, elle a 70 ans. Donc quand vous voyez arriver des familles dans vos hospitalisations, donc il y a le patient qui a 95 ans, il y a la fille qui a 70 ans, qui est à la retraite, le petit-fils qui a dans les 50 ans, qui est en pré-retraite, et là-dessus, vous avez l'arrière-petit-fils qui en a 30 et qui, lui, travaille. Donc voilà, ça fait des grosses familles. Et la fille de Monsieur E, 70 ans, elle a aussi très probablement ses propres problèmes médicaux. Là, en l'occurrence, elle est inquiète pour son vieillissement. Quand elle voit son père devenir dément, elle se demande comment est-ce qu'elle va pouvoir éviter ce genre de pathologie. Alors, premièrement, la prévention somatique. Donc, ça passe avant tout, c'est pour ça que c'est sur 5 points, par le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. Il ne fait pas bon être hypertendu ou diabétique quand on a 70 ans. Après, c'est la lutte contre la sédentarité. Il faut vraiment inciter vos sujets âgés à marcher une demi-heure par jour. Après, la prévention de la dénutrition, sur 5 points aussi extrêmement important. La prévention du vieillissement neurosensoriel, éviter tout ce qui est baisse d'acuité visuelle et auditive. La prévention des infections, vaccin anti-grippe tous les ans et vaccin anti-pneumococcique chez les insuffisants cardiaques et respiratoires. Et après, la fameuse prévention de la iatrogénie chez le sujet âgé. La prévention psychique, c'est la lutte contre l'isolement social. Donc ça passe par le maintien des activités sociales. Et ça passe aussi par la prise en charge des pathologies sensorielles. Parce que quand vous commencez à être sourd, vous faites quoi ? Pour pas montrer que vous êtes sourd, parce que la plupart du temps c'est mal vécu, vous vous isolez. Et après, c'est diagnostic précoce de tout syndrome dépressif et traitement précoce. La prévention environnementale, aménager l'habitat, on en a parlé tout à l'heure. Il faut fixer les tapis et il faut donner des conseils de chaussage adaptés. Donc, Monsieur E, 3 mois après votre consultation, est hospitalisé pour un AVC ischémique sylvien superficiel gauche. Malheureusement, il est devenu totalement dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. Le retour au domicile devient impossible et vous décidez de l'hospitaliser en long séjour.
quelle est la définition de la dépendance et quels sont les moyens de l'évaluer. Alors la dépendance, c'est le besoin d'assistance. C'est vraiment ça la base de la définition. C'est je suis plus capable de faire tout seul, j'ai besoin d'aide pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Alors comment je l'évalue ? Il y a des échelles. Donc il y a l'échelle ADL, échelle des activités de la vie quotidienne. On verra tout à l'heure en quoi ça consiste. Et il y a l'échelle IADL, échelle des activités instrumentales de la vie quotidienne. Et après, vous avez la grille Agir. La grille Agir, c'est quoi ? C'est sûrement quelque chose qu'on vous a demandé de remplir au moins une fois dans votre stage parce que on considère que ça fait partie du travail de l'externe, parce que c'est un peu chiant. Donc la grille Agir, en gros, c'est un mixte de ces deux échelles. Donc ça apprécie les activités de la vie quotidienne et les activités instrumentales de la vie quotidienne. En gros, on vous demande d'apprécier ce que le patient est capable de faire tout seul sur différents items. Par exemple, se laver, manger, aller aux toilettes, faire ses besoins, faire ses transferts, se déplacer. Et on vous demande de coter ça en A, B ou C, fait tout seul complètement, a besoin d'aide ou assistance totale. La grille Agir, après, ça classe les patients en 6 sous-groupes de dépendance. C'est les fameux groupes ISO-ressources. Donc il y en a 6, et en fonction de votre niveau de dépendance, vous allez être classé dans un groupe ISO-ressources, et plus vous êtes dépendant, et plus vous aurez de sous quand vous demanderez une ouverture d'APA. Donc l'APA, c'est de l'allocation personnalisée autonomie. Et on demande l'APA après avoir rempli la grille Agir et avoir évalué le niveau de dépendance. Alors, quels sont les modes de financement pour une hospitalisation en long séjour ? Donc, une petite question de santé publique, ça ne fait jamais de mal, surtout en gériatrie, où se pose la question des coûts des hospitalisations en gériatrie, surtout en long séjour. Donc, je vous explique un petit peu ce que c'est qu'un long séjour. Un long séjour, en fait, c'est l'équivalent d'une maison de retraite très médicalisée. C'est pour les patients qui sont très dépendants et qui ont besoin d'une surveillance médicale rapprochée. Donc, tout ça, ça demande beaucoup d'investissement en personnel, et ça a un coût. Le financement est triple. Donc, il y a un forfait soins qui est pris en charge par l'assurance maladie, un forfait de dépendance qui est pris en charge par l'APA, et un forfait hébergement, hôtellerie, qui est pris en charge par les usagers. Donc voilà, une hospitalisation en long séjour, c'est la plupart du temps une hospitalisation à vie. Quand on rentre en long séjour, on a très très peu de chances d'en sortir. Donc les messages de ce dossier, on a vu à peu près tous les mots-clés de la démence et de la dépendance. Je pense que c'est un dossier qu'il faut revoir. Je répète qu'il faut connaître les critères DSM-4 de diagnostic de démence et les examens complémentaires à réaliser. Ça, c'est vraiment des questions très classiques. Alors, l'APA, donc allocation personnalisée pour l'autonomie et pas allocation personnes âgées, comme on l'entend souvent, c'est pour les personnes âgées de plus de 60 ans, relevant des groupes ISO-ressources. Donc, c'est ce qu'on a vu quand on a fait la grille Agir, on est classé dans un des 6 sous-groupes. C'est fonction des revenus et du degré de dépendance. Voilà, alors, un petit mot des échelles pour que vous les ayez vues au moins une fois. L'échelle IADL, donc activité instrumentale de la vie quotidienne, c'est pour les activités qui sont complexes. Par exemple, utiliser le téléphone, faire les courses, préparation des aliments. Alors en sachant que à chaque fois, ça ne compte pas si votre patient n'a jamais préparé de repas. Genre, mon grand-père, il n'a jamais été foutu de préparer un repas. Après, l'entretien ménager. Donc pareil, ça ne compte pas si on n'a jamais eu d'activité ménagère. Donc toute la population masculine de plus de 70 ans, a priori, c'est pas applicable. La blanchisserie,
Même remarque, les moyens de transport, utiliser les transports publics de façon indépendante ou conduire sa propre voiture. Responsabilité à l'égard de son traitement, ça c'est extrêmement important. On sait que quand un patient commence à avoir du mal à prendre ses médicaments, c'est qu'il y a des troubles cognitifs qui sont en train de s'installer. Aptitude à manipuler l'argent. Vous me diriez, n'a jamais manipulé l'argent, ma grand-mère n'a jamais fait le budget. Je suis pas d'accord. Ma grand-mère, elle fait son budget. Alors, après les activités de la vie quotidienne, c'est vraiment les choses basiques. Les soins personnels, donc la petite toilette, l'habillage, aller aux toilettes, se déplacer, être continent, s'alimenter, pas faire les repas, s'alimenter. Et après, la grille agir, qui est un mixte des deux, donc cohérence, orientation, toilette, habillage, alimentation, élimination, transfert, déplacement à l'intérieur, déplacement à l'extérieur, communication à distance. Donc, pour vous en rappeler, imaginez-vous un matin très tôt avant d'aller en stage, vous vous réveillez, vous vous rendez compte que vous êtes très très en retard. Vous faites votre toilette, vous vous habillez, vous prenez votre repas, vous allez faire votre petit caca du matin. Avant tout ça, vous êtes transféré de votre lit aux toilettes. Vous vous déplacez à l'intérieur pour faire tout ça. Vous prenez rapidement votre petit Vélib pour aller en stage. Au milieu de tout ça, vous essayez d'être cohérent quand vous prenez votre téléphone pour prévenir votre chef de clinique que vous êtes en retard. Et vous êtes capable de vous orienter pour aller jusqu'à votre stage. Alors après, dans l'échelle agir, il y a aussi la gestion, la cuisine, le ménage, le transport, les achats, le traitement et les activités de temps libre.